Bonjour à tous, aujourd'hui je veux vous emmener dans un voyage au cœur de la préhistoire, là où nos ancêtres luttaient pour le feu, la survie et l'amour. Imaginez la scène du film La guerre du feu, ce chef-d'œuvre qui m'a toujours fasciné. Ces hommes et femmes des cavernes, couverts de peau de bête, errant dans un monde sauvage, à la recherche de cette flamme précieuse. Mais au-delà des batailles pour le feu, qu'en était-il de leur sexualité ? Avaient-ils le sens de la fidélité ou menaient-ils des relations débridées, sans attache ? S'accouplaient-ils au moment parfait de la fécondité des femmes ou cédait-on à une simple pulsion animale ? Y avait-il de la jalousie pour conquérir une partenaire ? Quels étaient les critères d'attractivité ? Et surtout, qui étaient les hommes les plus courtisés ? Les documents directs manquent bien sûr, mais je vais vous expliquer comment on peut reconstituer cette histoire grâce à l'archéologie, l'anthropologie et l'étude des peuples chasseurs-cueilleurs actuels. C'est moi qui vous raconte tout ça, comme si j'étais là-bas, au milieu d'eux. Commençons par le décor. Nous parlons d'hommes préhistoriques, disons il y a 100 000 à 40 000 ans, à l'époque des Néandertaliens et des premiers Homo sapiens. Pas de ville, pas d'état civil, juste des petits groupes nomades de 20 à 150 individus vivant de chasse et de cueillette. La survie primait. La sexualité n'était pas un loisir abstrait, mais un moteur essentiel pour perpétuer le groupe. Dans la guerre du feu, on voit ces tribus rudes où le sexe semble instinctif, brut, et la science confirme en partie cette vision. Chez les primates proches de nous, comme les bonobos, le sexe est omniprésent, un moyen de créer des liens sociaux, de réduire les tensions. Chez nos ancêtres, c'était probablement similaire, mais avec une touche humaine naissante. Étaient-ils fidèles ou débridés ? Je pense à ces groupes où les relations étaient fluides, sans mariage formel. Les études sur les Hadza en Tanzanie ou les San en Afrique du Sud, peuple chasseur-cueilleur moderne qui ressemble le plus à nos ancêtres, montrent que la monogamie n'est pas la règle. Environ 70% des enfants naissent d'unions stables, mais les aventures extraconjugales sont courantes, jusqu'à 40% des naissances dues à des paternités multiples. Chez les préhistoriques, les analyses ADN d'ossements anciens révèlent des généalogies complexes. Par exemple, dans une grotte en Russie, datant de 4000 ans, mais avec des échos préhistoriques, on trouve des enfants d'un même camp avec des pères différents. Pas de fidélité absolue donc. Les relations sexuelles étaient débridées, opportunistes, pour le plaisir, les alliances et la reproduction. Mais attention, il y avait des pères semi-stables, souvent pour élever les enfants ensemble, car un nourrisson solitaire ne survivait pas. Et la fécondité, s'accouplait-il au moment opportun ? Chez les animaux, oui, comme les lions ou les éléphants de mer, synchronisés sur les cycles. Chez l'humain préhistorique, c'est plus nuancé. Les femmes ont un cycle caché, sans gonflement visible comme chez les chimpanzés. Pas de calcul précis, pas de calendrier lunaire ou d'observation fine des phases. C'était surtout pulsion. Le désir monte chez la femme autour de l'ovulation, avec des phéromones subtils, des changements de voix plus aigus, de démarches plus sensuelles. Les hommes y réagissaient instinctivement, attirés par ces signaux inconscients. Des études montrent que les hommes préfèrent les odeurs de femmes en phase fertile. Donc, sans calcul volontaire, la nature orchestrait les accouplements au bon moment. Dans la guerre du feu, on voit des scènes où le sexe surgit après une chasse victorieuse, ou autour du feu partagé, moments opportuns où l'énergie déborde. Mais y avait-il de la jalousie ? Oh oui, je l'imagine bien. Les fouilles révèlent des blessures par coups de saguet sur des crânes d'hommes jeunes, souvent liés à des querelles territoriales ou pour des femmes. Chez les Yanomami d'Amazonie, encore aujourd'hui, 30% des hommes meurent violemment, souvent pour des rivales. Chez les préhistoriques, la jalousie devait exister, pas comme un sentiment romantique moderne, mais comme une compétition farouche pour l'accès aux partenaires fertiles. Les hommes se battaient, se vantaient de leurs exploits de chasse pour impressionner. Les peintures rupestres, comme celle de Lascaux, montrent des scènes de chasse triomphales, peut-être pour séduire. La guerre du feu du film symbolise ça. Le feu attire les femmes comme un trophée ultime. Parlons attractivité des femmes. Qu'est-ce qui séduisait un homme particulier ? Pas de maquillage, pas de mode. Tout était dans le corps et le comportement.
D'abord, la santé. Une peau lisse, sans plaies infectées, signe de bonne immunité. Des cheveux brillants, nourris par une alimentation riche. Ensuite, les courbes. Le ratio taille-hanche autour de 0,7, universel chez les hommes hétéros, indique fertilité et capacité à porter un enfant. Des seins développés, même si chez les primates ils sont plats, signalent du lait abondant. Chez Néandertal, les squelettes féminins montrent des bassins larges adaptés à l'accouchement. L'âge jouait aussi. Les hommes préféraient les femmes de 18 à 25 ans en pleine fécondité. Mais pas seulement physique, une femme habile à cueillir, à fabriquer des outils, à chanter ou danser autour du feu était un atout. Dans les ethnies actuelles, les femmes qui excellent dans les tâches collectives attirent plus, et la voix. Des expériences montrent que les voix féminines en ovulation paraissent plus attirantes. Imaginez autour du feu une femme qui rit, qui raconte une histoire avec une voix chaude, irrésistible. Maintenant, les hommes les plus courtisés, pas forcément le plus fort ou le plus grand. Chez les chasseurs-cueilleurs, les meilleurs chasseurs l'emportent. Pourquoi ? Parce qu'ils ramènent de la viande, symbole de statut. Une étude sur les haches au Paraguay montre que les hommes rapportant plus de calories ont 2 fois plus d'enfants. Le grand chasseur, avec ses cicatrices de combat, son arc perfectionné, attire les femmes, mais aussi les habiles fabricants d'outils, les conteurs, ceux qui maîtrisent le feu, comme dans le film. La taille comptait, car les squelettes néandertaliens montrent que les plus grands survivaient mieux. Environ 1,70 m pour les hommes sapiens précoces. Et l'humour, les danses rituelles, les gravures rupestres montrent des hommes avec des plumes ou des peintures corporelles pour parader. Les leaders charismatiques, capables d'unir le groupe, étaient au top. Pas les solitaires, mais les généreux, partageant la viande pour gagner des faveurs sexuelles. Comment sait-on tout ça puisque les documents sont rares ? Bonne question. Pas de texte, pas de journaux intimes, mais on reconstitue avec génie. D'abord, les ossements. Des milliers de squelettes analysés pour l'âge au décès, les blessures, les ratios sexuels. Souvent, plus d'hommes jeunes morts violemment, signe de compétition sexuelle. Ensuite, l'ADN ancien. Depuis 2010, on séquence le génome néandertalien, on voit les mélanges sapiens-néandertal, preuve d'accouplement interespèces. Les ratios génétiques montrent des mâles qui se reproduisaient plus, polygynie légère. Puis, les ethnographies. On étudie les 300 groupes chasseurs-cueilleurs restants, comme les Inuits ou les Pygmées, et on extrapole prudemment. Leur taux de paternité extra-conjugale, leurs rituels sexuels éclairent le passé. Ajoutez l'anthropologie évolutionniste. Darwin déjà notait que la sélection sexuelle favorise les mâles show-off. Des expériences modernes, comme tester l'attraction pour des symétries faciales, universelles car signe de bons gènes, et les primates. Observation des chimpanzés où les alphas monopolisent les femelles en chaleur. Tout converge, mais je ne veux pas idéaliser. La vie était dure. La mortalité infantile haute, 50%. Les femmes allaitaient longtemps, jusqu'à 4 ans, espaçant les naissances naturellement. Le sexe n'était pas quotidien, limité par les règles, les grossesses, l'épuisement des marches. Dans le froid glaciaire, on se blottissait pour le chaud, et le sexe suivait. Des perles d'ocre rouge trouvées sur des os féminins datant de 100 000 ans, peut-être des cosmétiques primitifs pour séduire. Des statuettes comme la Vénus de Willendorf, aux seins et hanches exagérés, montrent ce qui comptait. Beauté fertile. Revenons à la guerre du feu. Dans le film, Nao, le chef, conquiert grâce à son intelligence et sa force. Ika, la femme, l'attire par sa curiosité et sa nudité assumée. C'est romancé, mais vrai dans l'esprit. Le sexe scelle l'alliance entre tribus. Aujourd'hui, chez les peuples isolés, le sexe interculturel crée des liens pacifiques. Nos ancêtres n'étaient pas des brutes sans âme. Ils avaient des émotions, des préférences, des drames de jalousie, mais sans tabous moraux modernes, fluides et pragmatiques. Imaginez-moi là-bas. Je suis un chasseur rentrant avec un mammouth abattu. Les femmes me regardent, leurs yeux brillants. Jalousie des rivaux, mais je partage la viande. Autour du feu nouveau, conquis après 1000 dangers, les corps se rapprochent, pas de mots doux, mais des regards, des caresses. Une pulsion guide vers la fécondité, sans calcul. Fidélité temporaire pour élever les petits. C'est ça, la sexualité préhistorique. Débridée, vitale, humaine dans sa sauvagerie.
Voilà mon récit. Passionnant? Non. La science nous rapproche d'eux, transforme les ombres en chair vivante. Si vous voulez plonger plus profond, regardez La Guerre du Feu ou lisez sur les travaux de Chris Stringer à Londres. Et vous, qu'en pensez-vous? La fidélité est-elle innée ou culturelle?